Maman, sors d'ici. Dépêche-toi, murmura ma fille de 7 ans, sa petite main serrant la mienne avec une urgence désespérée. Bonjour à tous. Prenez un moment pour respirer et contempler cette histoire troublante, celle d'une mère, d'un enfant et d'un lieu qui aurait dû être leur refuge, mais qui s'est transformé en quelque chose de bien plus sombre. Les jointures de Caroline blanchissaient autour du volant tandis qu'elle parcourait les 3 tronçons d'autoroute, les yeux rivés sur l'asphalte fissuré devant elle. La vieille voiture sursautait à chaque fois que les pneus s'enfonçaient dans un nid de poule, mais Lily, sa fille de 7 ans, dormait toujours sa petite tête penchée sur le côté, ses boucles châtains effleurant sa joue rouge. Avec un soupir las, Caroline jeta un coup d'œil au message collé sur le tableau de bord, Tremont Street, numéro 17, rez-de-chaussée. Leur nouvelle adresse. Un nouveau départ, du moins c'est ce qu'elle essayait de se dire. Un appartement en périphérie de Boston au bon marché, calme, et à peine à la hauteur de son modeste salaire d'infirmière après le divorce. 11 ans d'un mariage froid et sans amour ne lui avaient laissé que la garde de Lily, une valise pleine de vêtements et le souvenir de la maison qu'elle avait quittée. Même le chat de la famille était resté avec son ex-mari. Le nouvel appartement avait été loué à la va-vite. Une petite annonce. Un coup de fil bref et grinçant. Julian, le propriétaire, avait dit, petit appartement, mais calme. Je le loue depuis un moment. Vous êtes quelqu'un de bien, non? Je suis infirmière, avait répondu Caroline. J'ai une petite fille. Pas d'animaux. On est tranquille. Et voilà. Pas de contrat officiel. Juste un mot manuscrit, la signature tremblante de Julian et cette promesse troublante, ne t'inquiète pas, j'habite à proximité. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je t'aiderai. Lorsque la voiture s'arrêta finalement devant le portail en fer rouillé de l'immeuble de 3 étages, Caroline sortit et aida Lily à s'asseoir sur le siège arrière. Le bâtiment était délabré, sa peinture jaune pâle s'écaillait en larges écailles. Les balustrades des balcons étaient obstruées par des cordes à linge affaissées et des plantes fragiles et mourantes. Pas de sécurité. Pas de caméra. Un chat noir et maigre était assis sur les marches de pierre, ses yeux jaunes fixés sur elle. Julian attendait déjà un homme grand et maigre, aux cheveux grisonnants soigneusement peignés, vêtu d'un étrange pull à col roulé marron et de pantoufles de fourrure usée. Il s'avança d'une voix grave et nasillarde. « Caroline, c'est ça? Bienvenue dans ta nouvelle maison. » Lily s'accrochait à la jambe de sa mère, sans rien dire. Les yeux de Julian la parcoururent. « C'est une adorable petite fille, murmura-t-il. » Il faisait froid dans l'appartement. Alors que Julian poussait la porte, une vague d'air humide, teinté de chlore et de bois pourri, les submergea. L'estomac de Caroline se tordit. Le carrelage était fissuré. Les murs jaunissaient. L'unique ampoule fluorescente bourdonnait de manière irrégulière dans l'étroite cuisine. « C'est un vieil endroit, » dit Julian, comme s'il lisait dans ses pensées. « L'odeur disparaîtra d'ici demain. »« La cuisine est-elle utilisable » demanda-t-elle prudemment. Il hocha la tête. « Four manuel. L'évier s'écoule lentement. J'appelle quelqu'un. » La chambre était petite, à peine assez grande pour un lit simple à cadre métallique, une armoire ébréchée et une fenêtre à barreaux donnant sur la cour arrière envahie par la végétation. Lily s'assit en silence sur le lit, les yeux fixés sur la fenêtre. Elle ne dit rien. Julian s'attarda près de la porte. « Tout va bien ?» Caroline força un mince sourire. « Ça va. » Il hocha la tête et s'éloigna, mais alors qu'il atteignait les escaliers, il jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Cette première nuit, Caroline nettoya ce qu'elle put et donna un bain chaud à Lily. La petite fille parlait à peine. Son regard se perdait dans les recoins sombres de l'appartement, ses petites mains tordant le bas de sa chemise de nuit. Caroline lui lut une histoire, l'embrassa sur le front et laissa la veilleuse allumer doucement. Mais bien après minuit, elle était encore éveillée, l'oreille tendue dans le silence. Les mots de Lily résonnèrent dans son esprit. « Je n'aime pas le blanc. »« Pourquoi pas ? » ?»« Je ne sais pas. » Vers 23 heures, alors que Caroline était allongée à côté d'elle, Lily se retourna soudainement, le corps raide, les yeux écarquillés et fixés au plafond. « Lis. » Pas de réponse. Caroline s'assit, le cœur battant, et secoua doucement l'épaule de sa fille. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Lily frissonna, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Maman, il faut qu'on sorte d'ici. Vite. » Une froideur envahit Caroline. « Que as-tu dit ?
Il y a quelqu'un qui pleure, dans le mur, murmura Lily, les yeux rivés au plafond. Tout bas. Mais je l'ai entendu. Un frisson parcourut l'échine de Caroline. C'est peut-être juste des tuyaux, murmura-t-elle, la voix tremblante malgré elle. C'est un vieil endroit. Mais Lily secoua la tête, sa voix à peine audible. Non. Il pleure. Comme si quelqu'un était pris au piège. Caroline resta assise dans le salon le reste de la nuit, la faible lueur d'une lampe de bureau étant son seul réconfort. La pluie claquait doucement contre les fenêtres. De temps à autre, elle revenait furtivement jeter un coup d'œil dans la chambre de Lily. La petite fille s'était endormie, recroquevillée sur elle-même, les bras agrippés à son oreiller comme une bouée de sauvetage. Mais juste au moment où Caroline essayait de chasser la peur, elle l'entendit aussi. Un son au calme, doux comme un sanglot étouffé. Elle resta figée. Le bruit semblait provenir de derrière l'armoire, près de la fenêtre. Avec précaution, les mains tremblantes, Caroline écarta le meuble de quelques centimètres. Rien. Juste l'odeur aigre du chlore qui montait plus fort des fissures du mur. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait du pain grillé et du lait pour Lily, on frappa à la porte. Julien. Il sourit, un sac en tissu à la main. Du pain frais. L'épicerie du coin ouvre tôt. Caroline força un sourire poli. Merci. Tu n'étais pas obligé. Il s'approcha. Je peux entrer un instant? Je crois que j'ai laissé des outils ici. Elle hésita. Des outils? Ouais. J'ai fait quelques travaux ici, le câblage de la cuisine. Avec un malaise grandissant, elle le laissa entrer. Il se dirigea rapidement vers le coin près de la fenêtre, tapota le mur et murmura, toujours en place. Je vérifiais. Et puis il est parti. Cette nuit-là, le malaise enveloppa le cœur de Caroline comme des doigts froids. Elle ferma la porte à clé, mais le sommeil refusa de venir. Peu après minuit, elle se réveilla en sursaut. Une ombre glissait au plafond au juste levant? Mais quelque chose clochait. Elle restait immobile, la faible lumière bleue du réverbère filtrait à travers les stores. La pièce semblait trop immobile. Trop silencieuse. Puis elle réalisa, les épaules de Lily tremblaient. Lily, murmura-t-elle en se penchant plus près. Pas de réponse. Elle toucha l'épaule de sa fille. Lentement, Lily se retourna, les yeux écarquillés, vitreux dans la pénombre, des larmes séchées sur ses joues. Ma chérie? Caroline la prit dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas? Lily enfouit son visage dans le cou de sa mère. Sa voix était rauque. Je n'arrivais pas à dormir. La voix. Quelle voix, murmura Caroline, le cœur battant la chamade. Les pleurs, murmura Lily en tremblant. Puis quelqu'un a murmuré, tout près. Juste à côté du mur. Qu'ont-ils dit, murmura Caroline, la chair de poule. Lily retint son souffle. Lorraine, murmura-t-elle. Ils ont dit Lorraine. Et puis ils ont dit, n'éteignez plus la lumière. Caroline sentit son pouls battre à ses oreilles. Elle serra sa fille dans ses bras tandis que la terreur lui glissait des doigts glacés le long de l'échine. N'éteins plus la lumière. Et dans le silence de la nuit, ils restèrent tous deux éveillés, attendant l'aube, mais sachant que quelque chose à l'intérieur de ces murs était également encore éveillé. Maman? Je crois qu'elle est coincée dans le mur. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Caroline le lendemain matin, tandis qu'elle préparait du café dans la pénombre de la cuisine. Sa main tremblait légèrement en versant l'eau dans le filtre. Elle se réprimanda en silence, elle aurait dû inspecter les lieux plus attentivement. Le loyer était trop bas. Trop pratique. Un signal d'alarme qu'elle avait choisi d'ignorer. Mais à l'époque, tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un toit. Immédiatement. Elle s'assit à la table, la chaleur du café intacte. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Des bruits étranges dans le mur. Pleurer la nuit dans la maison. Location étrange à Boston. Les résultats de recherche ont afflué, des centaines d'histoires vagues, de messages de forums, de légendes urbaines. Des fantômes. Des hallucinations auditives. Des délires liés au stress. Certains évoquaient des canalisations défectueuses, des fuites de gaz, des rats. Caroline se pencha en arrière, pressant ses doigts contre ses tempes. Mais le son qu'elle avait entendu la veille, ce gémissement sourd et brisé, n'était pas du vent. Ce n'était pas des tuyaux.
Ce n'était pas son imagination. Elle était infirmière. Elle connaissait ce son. Elle l'avait entendu trop souvent aux urgences. C'était le son de la douleur. Cet après-midi-là, après avoir récupéré Lily à l'école, Caroline prit sa décision, elle devait inspecter l'appartement. Comme il se doit. Elle prit son téléphone, alluma l'enregistreur et parcourut les pièces en silence. Dans la chambre, elle s'arrêta derrière l'armoire et colla son oreille au mur. Au début, rien. Puis, comme un souffle exhalé du plus profond de la maison, un faible gémissement retentit. À peine audible. Son cœur battait fort lorsqu'elle appuya sur « Enregistrer ». Quelques secondes seulement. Lorsqu'elle réécouta, le gémissement était inimitable, suivi d'autre chose. Un murmure. Faible. Brouillé. Glaçant. Elle l'a rejoué 3 fois. Un coup à la porte la fit sursauter. Julien. Il se tenait dans le couloir, toujours dans son vieux pull marron. Souriant, une boîte à la main. J'ai apporté des œufs. Madame Rose, au 2e étage, m'en a donné trop, alors je les partage. Caroline força un sourire poli, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Merci, mais, ça va. On en a assez. Julien la regarda rapidement, scrutant l'intérieur de l'appartement. Tout va bien? Pas trop bruyant? Les camions poubelles ont tendance à arriver tôt par ici. Non. Pas bruyant, répondit-elle rapidement. Bien. Bien. Si tu as besoin de quelque chose. Il sourit faiblement. D'habitude, je veille tard. Il se retourna et se dirigea lentement vers l'escalier. Mais Caroline remarqua qu'il ne montait pas tout de suite. Il s'attarda au bout du couloir. À l'observer. Cette nuit-là, Lily refusa de prendre un bain. Elle resta affalée sur le lit, les yeux rivés au sol. Je ne porte pas de pyjama blanc. Caroline cligna des yeux. Pourquoi pas? Tu les adores. La voix de Lily se réduisit à un murmure, tremblante. Je ne veux pas ressembler à Zon. Caroline se figea. Qui? La dame sur le mur. Elle est vêtue de blanc. Ses yeux sont vraiment grands, et elle pleure. La voix de Lily n'était pas en colère, elle était terrifiée. Tu ne vois personne dans le mur, ma chérie, dit doucement Caroline. Je te le promets. Il n'y a personne. Mais Lily leva les yeux, la lèvre inférieure tremblante. Mais je l'ai entendu. Elle m'a appelé Lorraine. La poitrine de Caroline se serra. Tu es peut-être juste fatiguée. Peut-être que ta vieille maison te manque. Ta chambre. Le chat? Lily secoua la tête. Non. Ma chambre me manque, mais je ne me fais pas d'illusions, maman. Plus tard dans la soirée, Lily dessinait tranquillement au crayon tout en mangeant. Caroline jeta un coup d'œil au dessin. On y voyait une pièce sombre. Quelqu'un était recroquevillé sur le sol. Des yeux noirs, sans pupilles. Une seule ampoule suspendue au-dessus. Maman, murmura Lily en lui tendant le dessin. Elle ne veut plus qu'on éteigne la lumière. Le lendemain, après avoir déposé Lily tôt à l'école, Caroline s'est rendue à la rencontre du docteur Sarah Reed, psychologue pour enfants. Un traumatisme récent, demanda Sarah après avoir écouté attentivement. Divorce? Déménagement? Caroline hocha la tête. Oui. Divorcée il y a 3 mois. Mais Lily est avec moi. Elle n'a jamais fait ça auparavant. Sarah prenait des notes discrètes. Certains enfants réagissent de manière inhabituelle aux grands changements. Déménager peut déclencher des réactions de stress. Parfois, cela les pousse à créer des figures imaginaires. Mais elle est donc spécifique, insista Caroline. Le nom, Lorraine. Les pleurs. Les détails. Cela pourrait être une dissociation émotionnelle, dit Sarah doucement. Ou elle a peut-être entendu ce nom quelque part sans s'en rendre compte. Personne n'a jamais mentionné ce nom autour de nous, dit Caroline d'un ton neutre. Sarah hésita. Pour l'instant, je suggère une observation. Si les épisodes persistent, nous pourrons procéder à des évaluations. Essayez de ne pas paniquer. Ce n'est pas forcément pathologique. Ce soir-là, après avoir fait la vaisselle, on frappa à nouveau. Cette fois, une femme âgée se tenait dehors, les cheveux argentés cachés sous un châle, appuyée sur une canne.
Madame Rose, du deuxième étage, se présenta-t-elle. Caroline, n'est-ce pas, ma chère? Oui, répondit Caroline, prudente. Madame Rose sourit doucement, mais baissa la voix. Tu as emménagé dans le appartement, n'est-ce pas? Le sang de Caroline se glaça. Lorraine, qui? La jeune femme. Elle y habitait il y a 2 ans. Elle était louée à Julien. Puis, un jour, elle a disparu. Caroline se raidit. Partie? Madame Rose hocha la tête. Julien a dit qu'elle avait quitté la ville. Mais je ne l'ai jamais cru. Elle était gentille. Toujours polie. Puis, un soir, j'ai entendu des cris. Le lendemain matin, plus rien. L'avez-vous signalé? Bien sûr. Mais personne ne s'en souciait. Une jeune femme. Pas de famille. La police a ignoré la situation. Cette nuit-là, Caroline n'arrivait pas à dormir. Elle était assise dans le salon, les écouteurs sur les oreilles, répétant la musique en boucle. Le gémissement. Puis un mot murmuré, si faible qu'il lui donna la chair de poule. S'il te plaît. 3 jours plus tard, Caroline commença à remarquer chaque détail, chaque incohérence. Cet après-midi, pendant que Lily faisait ses devoirs, Caroline déplaçait le petit meuble en bois près de la fenêtre du salon. Elle s'est figée. Le PAN de mur derrière était peint différemment, plus blanc, plus épais. La texture lui semblait étrange, presque molle, comme si elle n'avait jamais complètement séché. Elle s'accroupit. À la base, de petites bosses. Signe de carrelages enlevés et mal remis. Près de la fenêtre, quelque chose de pire. Une légère empreinte de main dans la peinture. Son souffle s'arrêta. Elle a pris son téléphone et a pris des photos. Puis elle a appelé un ancien camarade de classe, Jake, qui travaillait dans le bâtiment. « Tu sais lire les murs ?» demanda-t-elle. « Ça dépend, » dit Jake, groggy. « Quoi de neuf ? Je crois que quelqu'un a scellé quelque chose derrière le mur de mon appartement. La peinture ne correspond pas. Le carrelage a été soulevé. Envoie-moi une photo. » Elle l'a envoyée. Jake a répondu quelques minutes plus tard. Ce n'est pas une réparation de fissure. Quelqu'un a ouvert le mur. Un rapiessage bâclé. Il y a un espace vide là-bas. Quel genre d'espace? Ça aurait pu être un espace de stockage. Un local technique. Mais pas de canalisation, les tuiles ont aussi été soulevées. Et si je veux l'ouvrir? Jake a répondu par SMS avec 2 mots, sois prudent. Cette nuit-là, Caroline posa son téléphone sur une étagère, face au mur. Elle activa la détection de mouvement et partit. Le lendemain matin, alors qu'elle était assise dans un café voisin, son téléphone a vibré. Mouvement détecté. 10h14. Elle a attendu. Elle a attendu que son cœur cesse de battre la chamade. À son retour chez elle, elle a verrouillé la porte derrière elle et a ouvert les images. Son souffle quitta son corps. Julien. Pas de coup. Pas d'appel. Il a utilisé sa propre clé. Il est entré directement. Calme. Routine. Il s'accroupit près du mur. Il sortit un outil fin de sa veste. Il souleva délicatement les dalles de la base sans bruit, sans hésitation. Il glissa un objet sombre ou une sorte de pochette en plastique dans le mur par l'ouverture. Puis il essuya la zone avec un mouchoir. Ferma la porte. Il partit. Les mains de Caroline étaient glacées. Elle sortit les papiers de location à peine plus qu'un bout de papier portant la signature de Julien. Aucun détail officiel. Elle le retourna. Chambre 302. Elle entra dans le couloir sombre et monta au 3e étage. Appartement 302. La porte était fermée. Pas de sonnette. Elle frappa doucement. Pas de réponse. Juste à ce moment-là, une voix se fit entendre derrière lui. « Tu cherches quelqu'un ?» Elle s'est retournée. Un homme d'une 40aine d'années, au visage sérieux, vêtu d'une veste kaki et portant un sac d'épicerie, se tenait là, l'observant attentivement. « J'habite au 304, dit-il. Tu cherches Julien ? Oui, répondit-elle d'une voix tendue. Il a dit qu'il habitait ici. L'homme fronça les sourcils. Julien n'habite pas ici. Le 302 est vide depuis l'année dernière. C'était la maison d'une veuve.
Il est vacant depuis son décès. Personne ne l'a loué depuis. Elle sentit son estomac se nouer. Alors, où habite-t-il? L'homme haussa les épaules. Aucune idée. Je le vois dans le coin. Un type discret. Mais personne ne sait vraiment où il habite. De retour à la maison, Caroline s'est assise à son bureau, a ouvert son navigateur et a tapé le nom de Julien en utilisant le numéro de téléphone figurant sur la note de location. Aucun résultat. Pas d'identifiant fiscal. Aucun enregistrement de propriété. Finalement, elle a appelé le bureau de gestion de l'immeuble. Un membre du personnel nommé Marissa a décroché. Pardon, pouvez-vous répéter? Quelle unité? Numéro 17. Rez-de-chaussée. Attendez un instant. Les bruits de frappe remplissaient la ligne. Cet appartement ne fait pas partie de notre système de location officiel, a déclaré Marissa après une pause. Il fait partie de l'ancienne partie de l'immeuble qui n'a pas été rénovée. Nous n'avons plus de locataires enregistrés depuis 2022. Et Julien? Personne de ce nom n'apparaît dans nos archives. À qui avez-vous loué? Lui. Il m'a donné les clés. Un bail manuscrit. Le ton de Marissa changea. Soyez prudent. Cela ressemble à une occupation illégale. La sous-location illégale existe dans les immeubles anciens. Caroline resta immobile. Cette nuit-là, pendant que Lily dormait, Caroline était assise à la table de la cuisine. Elle a sorti une feuille de papier et a tout écrit, chaque détail troublant. 1. J'ai entendu des gémissements provenant de l'intérieur du mur. 2. Et Lily a insisté pour que quelqu'un l'appelle, Lorraine. 3. Le mur présentait des signes évidents de rapiéçage. 4. Julien est entré dans l'appartement sans permission, en utilisant sa propre clé. 5. La caméra l'a filmé en train de manipuler le mur, cachant quelque chose. 6. L'appartement n'est pas légalement répertorié. Elle a pris des photos du mur, enregistré la vidéo et l'audio. Puis elle a envoyé le tout par courriel à sa meilleure amie, Lucie Raymond, avocate. Dans le courriel, elle écrit: Si je disparais, donnez tout ça à la police. Lucie a répondu en moins d'une heure. Caroline, tu es sérieuse? Tu es sûre que c'est vrai? On doit se parler en personne. Demain, 10 heures. Mon bureau. Le lendemain matin, Caroline trouva Lily déjà réveillée, assise seule à la table à manger, griffonnant dans son carnet. Tu t'es levée tôt, dit doucement Caroline. Tu n'as pas réussi à dormir? Lily hocha la tête sans lever les yeux. Caroline s'assit à côté d'elle et jeta un coup d'œil au dessin. Ce n'était pas leur chambre. Un endroit différent. Le plafond était incurvé. Une seule ampoule nue pendait. Et au centre? Une silhouette était attachée avec des cordes rouges. Lily, qu'est-ce que tu dessines? Murmura Caroline. La fille leva les yeux, sa voix à peine audible. C'est l'endroit où elle est. Je l'ai rêvé. Elle ne peut pas bouger. Elle m'a regardé, en pleurs. Le cœur de Caroline se serra. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit: Je suis le seul à pouvoir l'entendre. Je ne sais pas pourquoi. Caroline prit sa fille dans ses bras, la serrant fort, son esprit tournant. Le mur. Le patch. Les dessins. Quelque chose tournait au-delà de sa compréhension. Et chaque jour, la tache décolorée sur le mur semblait pâlir davantage. Plus fine. Cet après-midi-là, alors que Caroline relisait le message de Lucie, la sonnette retentit. Caroline, ouvre, dit la voix de Julien à travers la porte, douce et sans émotion. Je dois vérifier le compteur d'eau. Caroline retint son souffle. Y a-t-il un problème d'eau? Demanda-t-elle à travers la porte. Non. Mais je soupçonne une fuite. Vous ne voulez pas d'un sol inondé, n'est-ce pas? Sa main tremblait alors qu'elle verrouillait les deux peines dormants. Une autre fois. Je suis occupé. La voix de Julien n'a pas changé. J'ai une clé, tu te souviens, murmura-t-il avec un léger rire. Caroline stabilisa sa respiration. Et j'ai une vidéo de toi entrant dans mon appartement sans permission, dit-elle sèchement. Je l'enverrai à la police si tu reviens. Silence. Puis, des pas doux s'éloignent. Caroline s'appuya contre la porte, le cœur battant. Elle le savait maintenant, ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait résoudre par des menaces. Lundi matin, Boston était gris comme du plomb.
Caroline a emmené Lily à l'école, le cœur plus lourd que jamais. Mais Lily n'a même pas regardé par la fenêtre. Elle était assise tranquillement, ses petites mains serrant la sangle de son sac à dos, ses yeux rivés sur ses chaussures. « Lily, comment te sens-tu » demanda doucement Caroline. « Bien. Tu veux que je vienne te chercher plus tôt aujourd'hui » ? Non. À la porte de l'école, Lily ne l'a pas serrée dans ses bras comme elle le faisait toujours. Elle se retourna un bref instant, ses yeux posés sur la joue de Caroline. Puis elle s'éloigna en silence. De retour chez elle, Caroline s'est plongée dans la recherche. Symptômes d'hallucination chez les enfants. Amis imaginaires. Traumatisme. Dissociation. Mais rien n'expliquait ce qu'elle voyait. Les enfants ne l'ont pas fait systématiquement dessiner la même pièce. Le même visage. La même peur, sans que personne ne vous le demande. Caroline a pris le carnet de croquis de Lily. 9 dessins en quelques jours seulement. Des pièces obscures. Des femmes la bouche bandée. Des silhouettes ligotées. Une image aux traits épais de crayon. Une femme aux yeux vides et pleurant. La gorge de Caroline se serra. Ce soir-là, elle prépara du lait chaud et s'assit à côté de Lily. « Tu veux me parler de Lorraine » demanda-t-elle doucement. Lily resta silencieuse. « Je te crois » murmura Caroline. « Je ne pense pas que tu inventes. » La fille leva finalement les yeux larmoyants. Elle ne parle plus. Mais elle est toujours là. Chaque fois que j'éteins la lumière, elle réapparaît. Ses yeux, ils ne clignent jamais. Pouvez-vous voir clairement son visage? Non, c'est flou. Mais je sais qu'elle a peur. Peur de quoi? Peur d'être oubliée. Caroline la serrait fort contre elle. Le dos mince de Lily était pressé contre sa poitrine. Elle sentait le poids de chaque larme retenue dans le silence de sa fille. « Dis donc » murmura-t-elle. « Et si on sortait demain? Rien que nous. Une glace. Au parc. » Lily secoua la tête, sa voix à peine un murmure. « Si nous partons, elle sera à nouveau seule. » Tard dans la nuit, Caroline a appelé Lucie pour confirmer la réunion. « J'ai tout imprimé. La vidéo, les photos, l'audio, » dit Caroline à voix basse. « De nouvelles images? » Oui, ajouta-t-elle avec hésitation. Lily a dit. Lorraine a peur d'être oubliée. Elle agit comme s'il y avait un lien réel entre elles. Et la police? Ils ont dit qu'il ne suffisait pas de demander un mandat. Lucie soupira. Demain matin. Nous déposerons plainte. Chaque preuve compte. Caroline n'a pas dormi. Elle était assise dans le salon, la lampe de bureau projetant une douce lumière sur les dessins de Lily. La dernière image l'a glacée jusqu'aux os. Une longue pièce. Un conduit de ventilation passant au-dessus. Dans le coin. Une femme recroquevillée, une jambe pliée, l'autre attachée. Une horloge sans aiguille. Le sang de Caroline se glaça. Alors? Un son. Doux. À peine audible. Un murmure. Ce n'était pas la voix de Lily. Et cela ne venait pas de l'intérieur de l'appartement. Cela venait du mur. Le mur rapiécé. Il n'y avait plus aucun doute. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Le lendemain, après avoir rencontré Lucie et complété le dossier, Caroline est rentrée chez elle vers 14 heures. À la porte de l'appartement. Une petite enveloppe. Sans nom. À l'intérieur, un morceau de papier plié en 4. L'écriture tremblante. Lorraine ne s'est pas enfuie. Ne faites pas confiance à Julien. Si vous entendez la voix, ne l'ignorez pas. Aucune signature. Ce soir-là, Caroline alluma toutes les lumières de l'appartement. Lily était assise dans le salon, enveloppée dans une couverture, immobile. « As-tu faim » demanda doucement Caroline. Un petit hochement de tête. « Tu veux un câlin » Un autre shake. « Elle est plus triste qu'hier » murmura Lily. Caroline se tenait là, arpentant la pièce, impuissante. Elle prit son téléphone et commença à enregistrer. « Jour 8, dit-elle doucement dans l'objectif. J'habite au 17 rue Tremont. J'ai entendu des bruits anormaux. Ma fille a de graves réactions psychologiques. Je soupçonne que quelqu'un est coincé derrière le mur.
Elle a envoyé la vidéo à Lucie. Avec une phrase effrayante. Si je disparais, allez immédiatement à cet endroit. Je ne pense plus que ce soit le fruit de notre imagination. Elle baissa les yeux. Lily avait encore dessiné. Cette fois. Un visage. Rugueux mais incomparable. Une femme. Cheveux longs. De grands yeux vides. Pas de bouche. Une main levée. Comme pour pousser. Ou demander de l'aide. Au bas de la page, d'une écriture tremblante, Lily avait écrit. Elle ne peut pas crier. Caroline sentit une boule se former dans sa gorge. Une vague de terreur l'envahit tandis qu'elle enfouissait son visage dans ses mains, l'esprit en ébullition. Que dois-je faire maintenant, pensa-t-elle désespérément. Appeler la police, mais il l'avait déjà renvoyé. Appeler la direction de l'immeuble, ils ont nié que l'appartement ait même existé légalement. Déchirer le mur, elle n'avait aucun droit légal. Et puis il y avait Julien, l'homme qui apparaissait toujours au moment parfait, sa politesse impeccable portant un frisson qui lui glaçait le sang. Juste avant minuit, alors que Caroline se préparait à aller se coucher, son téléphone vibra de façon inattendue. Un SMS d'un numéro inconnu. Pas de nom. Juste quelques mots terrifiants. Vous cherchez Lorraine? Attention. Julien n'est pas celui qu'il prétend être. Un deuxième message a suivi immédiatement après. J'habitais près de là. Ne laisse pas ta fille seule. Caroline retint son souffle. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle se tenait la poitrine. Elle leva les yeux et vit Lily, silencieuse, debout devant la porte de sa chambre. Je n'arrive pas à dormir, murmura la fille. Je sais, murmura Caroline en s'efforçant de garder son calme. Il revient bientôt. Qui? Demanda Lily. Julien. Sans réfléchir, Caroline tomba à genoux et serra sa fille dans ses bras. Elle la serra fort, son pouce accélérant. Mercredi après-midi, alors que Caroline revenait de l'épicerie, Madame Rose l'attendait déjà près de l'ascenseur. La vieille femme portait un cardigan gris et une écharpe en laine à carreaux serrés autour du cou, malgré la fraîcheur modérée du début de l'automne. Son regard perçant se posa immédiatement sur Caroline. Elle a l'air si pâle ces jours-ci, dit Madame Rose sans détour alors que Caroline s'approchait. Ouais, elle n'a pas dormi, répondit Caroline avec un sourire las et réticent. Tu ne dors plus? Caroline hocha la tête en silence, attendant l'ascenseur. Mais Madame Rose n'avait pas fini. Tu sais. Lorraine, la fille qui vivait dans cet appartement avant, tu vis la même chose qu'elle. Des nuits blanches. La peur de la lumière. Et elle n'arrêtait pas de dire, quelqu'un me surveille. Caroline écarquilla les yeux. Elle s'approcha, la voix basse. Tu peux m'en dire plus? Pas ici, murmura Madame Rose en regardant nerveusement autour d'elle. Ils entrèrent ensemble dans l'ascenseur. Madame Rose appuya sur le bouton du deuxième étage, son étage. Son appartement était petit mais méticuleusement rangé. L'air sentait légèrement la lavande séchée, et le tic-tac lent et régulier d'une horloge de parquet emplissait la pièce. Madame Rose versa du thé et s'installa dans son fauteuil usé près de la fenêtre, sa canne posée à côté d'elle. Lorraine a emménagé début 2022, commença-t-elle doucement. C'était une très jolie fille. Un peu timide, mais toujours polie. Je la voyais acheter des pâtisseries dans la cour. Elle vivait seule. Est-ce qu'elle avait de la famille? Demanda Caroline. Elle m'a dit qu'elle était venue à Boston pour fuir quelque chose. Elle n'a jamais précisé quoi. La voix de Madame Rose baissa. Mais vers février, j'ai arrêté de la voir. Environ une semaine avant, j'ai entendu une dispute venant de l'appartement que tu loues actuellement. Une voix d'homme, mais je n'ai pas pu dire qui c'était. Julien, peut-être. Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Tu lui as demandé. Bien sûr. Julien a dit que Lorraine s'était enfuie. Qu'elle devait un loyer. Qu'elle n'était pas aussi bien qu'elle en avait l'air. Tu l'as cru? Madame Rose esquissa un sourire triste. Je suis vieille, mais pas sénile. Je voyais bien que cette fille était terrifiée. Un jour, elle a frappé à ma porte au milieu de la nuit. Ses mains tremblaient. Son visage était blanc comme du papier. Elle m'a dit, si je disparais, ne lui fais pas confiance. Caroline serra les doigts. Tu l'as signalé? Je l'ai fait. La police a posé quelques questions, mais rien n'a abouti. Aucune recherche.
Aucun suivi. Juste une vieille veuve solitaire avec une mémoire défaillante. Est-ce que quelqu'un d'autre la connaissait? Il y avait un garçon nommé Daniel. Étudiant au rez-de-chaussée, il a déménagé peu de temps après. Il disait qu'il ne supportait pas l'ambiance de cet endroit. Caroline remercia Madame Rose, le cœur battant. Dès son retour, elle chercha Daniel Owens en ligne, reconnaissante que Madame Rose se souvienne de son nom complet. Elle trouva rapidement son nom sur les réseaux sociaux. Son premier message était simple. Désolé de vous déranger. Je loue actuellement l'appartement du rez-de-chaussée où vous viviez. Il se passe quelque chose de grave. On peut parler? Moins de 30 minutes plus tard, Daniel répondit. Tu as aussi entendu les bruits dans le mur, n'est-ce pas? Le sang de Caroline se glaça. Oui. Ma fille les entend aussi. Tu sais ce que c'est? Daniel appela aussitôt. Son visage apparut à l'écran, jeune, épuisé, hanté par des souvenirs auxquels il n'avait visiblement pas échappé. Quand j'habitais là-bas, dit-il doucement, j'entendais constamment des cris. Ou des coups sur les murs. Mais seulement la nuit. Une fois, j'ai failli appeler les secours, car je pensais qu'on se faisait agresser. Mais les voisins ont dit qu'il n'y avait personne à côté. As-tu déjà vu Lorraine? Une fois. Elle marchait dans le couloir. Elle m'a regardé, et ce regard? Il déglutit. Ça me hante encore. Comme si elle savait qu'elle allait mourir. As-tu prévenu la police? Je l'ai fait. Ils ont dit que c'était des rats. Ou du vent. Caroline a sauvegardé chaque mot, pris des captures d'écran, puis a cherché les réseaux sociaux de Lorraine. Elle les a trouvés, Lorraine G. Et son cœur s'est serré quand elle a vu la photo de profil. Un selfie dans la cuisine même où Caroline se tenait. Carrelage bleu-vert. Une fissure dans le plan de travail. La même lumière fluorescente crue. En parcourant les anciens messages, l'un d'eux en particulier l'a arrêté net. Si un jour je me tais? Il y a eu quelques likes, aucun commentaire. Après ça, le compte a disparu. Caroline a tout rassemblé, la vidéo de Julien entrant dans l'appartement, l'enregistrement des murmures, la conversation avec Daniel, les captures d'écran des publications de Lorraine. Elle a rédigé une lettre de motivation et a tout envoyé à la police. Je pense qu'une femme nommée Lorraine a été blessée dans l'appartement que je loue actuellement. Ma fille et moi avons entendu des bruits anormaux. Des éléments suggèrent que le propriétaire a un comportement suspect. Je demande une perquisition immédiate. 3 jours plus tard, la réponse est arrivée, froide et dédaigneuse. Il n'existe pas de base juridique suffisante pour perquisitionner le domicile d'un autre citoyen sans rapport de disparition, sans victime confirmée ou sans preuve évidente d'activité criminelle. Caroline raccrocha violemment son téléphone, sa frustration débordant. Ce soir-là, alors qu'elle prenait l'ascenseur avec Michael Foster, le surveillant de l'immeuble, un homme chauve connu pour fumer comme un invétéré dans le couloir, Caroline décida de réessayer. « Avez-vous entendu parler d'une femme nommée Lorraine qui vivait ici » a-t-elle demandé. Michael eut un sourire narquois. « Cette jeune fille? Elle a dû filer avec un garçon. On est des jeunes, de nos jours. Certains disent qu'elle a disparu. Tu ne trouves pas ça suspect? Non. J'habite ici depuis 15 ans. Les murs sont fins. Parfois, les sons portent. On dirait des murmures à l'oreille. Tu devrais te détendre. Concentre-toi sur ta fille. » Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, Caroline se tourna vers lui et dit doucement, « Alors si un jour je trouve quelque chose à l'intérieur du mur, tu penseras toujours que je l'ai imaginé ?» Michael se figea. Son sourire narquois disparut. Il ne répondit pas, se contentant de s'éloigner. Cette nuit-là, Caroline a réinitialisé toutes les caméras de l'appartement. Une dans le salon, une dans la cuisine, une dans le couloir, pointée vers la porte d'entrée. Elle a tout transféré sur un cloud sécurisé et a envoyé un SMS à son amie Lucie. « Si je ne réponds pas dans les 24 heures, ouvrez ce lien. » Puis elle s'assit seule, regardant en direct Lily dormir sur le moniteur. La fillette était allongée sur le côté, immobile. Silence. Jusqu'à ce que le haut-parleur grésille doucement d'abord, puis plus fort. Un souffle. Un souffle humide et saccadé qui n'était pas celui de Lily. Et puis, une voix, brisée, féminine, à peine plus qu'un souffle. « S'il te plaît. »
Le son semblait si proche que c'était comme si quelqu'un avait murmuré directement à l'oreille de Caroline. Le lendemain, Caroline garda Lily à la maison. Elle raconta à l'institutrice qu'elle avait de la fièvre, mais la vérité était simple, elle ne croyait plus que l'appartement était sûr, même en plein jour. Lily, cependant, semblait étrangement calme. Elle était assise dans sa chambre et dessinait. Pas de sourire. Pas de mots. Juste un silence étrange. Caroline posa un bol de porridge chaud et demanda doucement, « Qu'est-ce que tu dessines, chérie ?» La voix douce de Lily était sans émotion, « Qui ?» Caroline retint son souffle. « La dame dans le mur », répondit Lily. Caroline se raidit mais s'approcha lentement. Le dessin représentait une femme recroquevillée, le dos appuyé contre un mur, les genoux contre la poitrine. Dans ses mains tremblantes, un petit tissu fleuri. Dans un coin, un tube étroit percé de trous d'aération. Lily leva les yeux et murmura. « Elle respire encore, maman. » À midi, Caroline visionna les images de sécurité. Au début, rien, juste le scintillement de la veilleuse, Lily qui se retournait dans son sommeil. Mais à 2h37 du matin, la porte d'entrée a bougé. Pas complètement. Juste assez pour l'entendre. Le bruit d'une clé qui glissait. Tournait. S'arrêtait. Personne n'entrait. Mais la présence de quelqu'un debout juste derrière la porte était indéniable. À 2h52 du matin, la caméra du salon a capté un autre bruit. Faible. Presque noyé. Caroline augmenta le volume, filtrant l'électricité statique. Et puis elle l'a entendu. Une voix. Faible. Enrouée. Un murmure féminin. Y a-t-il quelqu'un? Caroline ferma les yeux un instant, la main pressée contre son front. Elle savait maintenant que ce n'était pas son imagination. Ni des rats. Ni du vent. Ni le stress post-divorce. Quelque chose de réel, de terrifiant se produisait. Déterminée, elle se rendit dans un magasin d'électronique à quelques rues de chez elle et acheta 2 mini-caméras supplémentaires et un microphone directionnel. Au comptoir, elle demanda au jeune vendeur, un certain Ethan, quel type de micro pouvait capter le son à travers le matériau. « Tu essaies d'enregistrer depuis une voiture ? Ou à travers un mur ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. « À travers un mur », répondit-elle, la voix serrée par l'urgence. Ethan fronça les sourcils. HM. Les micros directionnels peuvent capter les échos en champ proche, mais ils ne traversent pas le béton épais. Il faudrait un micro de contact, quelque chose qui capte les vibrations. Mais, c'est plus cher. Combien ? Insista Caroline. Ethan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis se pencha. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser ce genre de matériel ? Je ne le vends généralement pas à ceux qui recherchent des histoires de fantômes. Vends-le-moi, c'est tout, dit-elle d'un ton neutre. Je m'en fiche. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Caroline travailla en silence. Elle plaça le microphone contre le mur, juste contre le plâtre décoloré. Elle ajusta soigneusement son angle, visant le centre du mur suspect, puis le connecta au logiciel d'enregistrement de son ordinateur portable. Parallèlement, elle dissimula une minuscule caméra sur l'étagère, positionnée pour capturer toute approche de Julian. Tout était réglé. Caroline a programmé le logiciel pour qu'il s'exécute automatiquement et a activé la fonction d'alerte pour toute voix humaine détectée. Tôt le lendemain matin, avant même qu'elle puisse manger, son téléphone a vibré 1 fois, 2 fois, 3 fois de suite. Fréquence vocale humaine détectée. Faible intensité. Heure, 5h14. Son cœur battait fort lorsqu'elle ouvrit le dossier. Sa main tremblait tandis qu'elle déplaçait le curseur vers le pic de l'onde sonore. S'il te plaît. Des sanglots brisés. Faible. Mais réel. Indéniablement réel. Caroline fondit en larmes. Le son ou la douleur dans cette voix la bouleversa. Avant qu'elle puisse s'essuyer le visage, son téléphone vibra à nouveau. Mouvement détecté. Heure, 7h05. Les doigts tremblants, elle rembobina les images de la caméra du couloir. Julien. Il portait un épais manteau et une casquette de baseball. S'approchant de sa porte, il jeta un coup d'œil autour de lui, ne vit personne, puis se pencha et sortit quelque chose de sa poche au flou, indistincte, peut-être un petit sac ou une bouteille en plastique. Il ouvrit la porte avec sa propre clé et se glissa à l'intérieur. La caméra du salon donnait une vue plus claire.
Julien s'approcha du mur réparé, s'agenouilla et, à l'aide d'un outil spécial, retira une brique détachée près de la base. De sa main gauche, il sortit un sac en plastique foncé, contenant cette fois un liquide. Sa main droite portait un gant. Il sortit une grande seringue munie d'un injecteur de taille industrielle et injecta le liquide dans un petit trou du mur. Une fois terminé, il recula, remit la brique en place, effaça toute trace et partit. L'opération dura moins de 5 minutes. Caroline resta figée. Qu'est-ce que Julien s'est injecté? De la nourriture? De la drogue? Un truc pour masquer une odeur? Ou quelque chose pour tuer la personne à l'intérieur? Elle ne pouvait plus attendre. Les mains tremblantes, elle appela Lucie et lui envoya les fichiers vidéo et audio. Sa voix tremblait. Il y a quelqu'un à l'intérieur du mur. Vivant. J'en suis sûr, c'est Lorraine. Julien fait quelque chose pour la faire taire. Lucie ne gardait plus le ton calme pour lequel elle était connue. J'enverrai le dossier directement à Jacques Sanders, l'un de nos journalistes. Je le transmets également à la police avec une demande d'intervention judiciaire urgente. Quel genre? Séquestration. Avec preuve audio et vidéo urgente. Si la police n'agit pas, Jacques publiera tout en ligne. Caroline, écoute-moi bien, sors de là. Maintenant. Ne dis pas à Julien ce que tu as découvert. Caroline hocha la tête, le cœur battant. J'emmène Lily chez Madame Rose. Avant de partir, Caroline a ouvert son ordinateur portable et a rédigé un email à l'ensemble du groupe de résidents, le même groupe où les gens se plaignaient habituellement des serrures cassées, de la faible pression de l'eau ou des voisins bruyants. Cette fois, elle a joint la vidéo la plus claire, Julien s'introduisant par effraction, brisant le mur. Et la voix glaçante de Lorraine. Son message était bref. J'habite au rez-de-chaussée, unité 17. Une femme est retenue prisonnière à l'intérieur du mur. Le propriétaire, Julien, n'est pas celui qu'il prétend être. Merci de partager largement cette information. Elle a appuyé sur envoyer. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle préparait les affaires de Lily, son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Plus de 20 réponses affluèrent. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un a appelé la police? J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez Julien, je l'ai vu porter des sacs noirs tard dans la nuit. Je viens d'appeler le 911. C'est vraiment effrayant. Cette maman est tellement courageuse. Puis un message privé est apparu, Rachel 91. J'ai loué l'appartement 18. J'ai déjà entendu des cris. Personne ne m'a cru. Tu n'es pas fou. Les larmes de Caroline coulèrent à nouveau, cette fois non pas de peur, mais parce que, pour la première fois, elle ne se sentait pas seule. Soudain, des coups violents. Son cœur bondit. Elle regarda par le Judas. Pas Julien. Madame Rose se tenait là, son manteau enfilé à la hâte, les mains tremblantes tandis qu'elle tenait son téléphone. Votre message s'est répandu à toute vitesse. La police est en route, dit-elle, essoufflée. Mon neveu travaille au commissariat de Dorchester. Il m'a envoyé un SMS à 6h30. Ils envoient une équipe d'intervention d'urgence. Merci. Murmura Caroline, la voix brisée. Merci de m'avoir cru. Non. Merci, murmura Madame Rose, les yeux brillants. De ne pas avoir ignoré ça, comme je l'ai fait autrefois. Le son des sirènes résonnait faiblement, toujours à quelques pâtés de maison, mais de plus en plus fort. Les murs de briques humides semblaient porter ce son comme un avertissement, réveillant tout ce qui était enfoui depuis longtemps. Caroline l'entendit et se tint près de la porte, le souffle court, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Des pas résonnèrent dans le couloir. Le grésillement d'une radio. Une voix masculine aiguë lança des ordres. Unité de crochetage au 3e étage. Confirmation de l'état. Mon équipe, rez-de-chaussée. Un coup ferme. Caroline serra Lily fort dans ses bras alors qu'elle ouvrait la porte. 3 hommes entrèrent gilets pare-balles, lunettes de protection, armés. L'un d'eux portait un badge de la division des enquêtes criminelles. Il hocha brusquement la tête. Nous avons un mandat de perquisition d'urgence. Veuillez sortir immédiatement avec votre fille. Le mur du salon, halta Caroline en pointant du doigt. Près de la fenêtre. Il y a un espace vide. Julien, le propriétaire, l'a ouvert plusieurs fois. Les officiers n'ont pas perdu de temps.
Deux d'entre eux se séparèrent. L'un d'eux tapota doucement le mur avec un détecteur de son. Rez-de-chaussée, côté nord, a annoncé l'officier par radio. Nous avons un écho inhabituel. Très probablement, un compartiment creux. Le chef d'équipe hocha la tête. Préparez-vous à percer. Dehors, dans la cour commune, au moins 10 résidents s'étaient rassemblés. Madame Rose se tenait devant, serrant son sac et sa canne. À côté d'elle se tenaient Lucie et Jacques, le journaliste, qui enregistrait tout sur un petit caméscope. C'est un de ces moments, murmura Jacques, où les gens ne peuvent plus détourner le regard. Caroline et Lily étaient assises à l'arrière d'une voiture de police. La petite fille serrait si fort la main de sa mère que ses doigts en devinrent blancs. Elle va sortir, pas vrai, maman, murmura Lily. Les yeux de Caroline se remplirent de larmes. Oui. Elle reverra la lumière. Et plus jamais de lumières éteintes. Plus jamais. À l'intérieur de l'appartement, l'équipe de démolition travaillait rapidement. Les perceuses hurlaient. Les scies ronronnaient. La poussière épaississait l'air, accompagnée d'une forte odeur de chlore et d'un élément métallique. Couche après couche, le ciment a cédé, jusqu'à ce que finalement. Il y a une cavité, a crié un policier. Je vois des fils, un conduit de ventilation, une lampe torche. Il y a une silhouette humaine. Recroquevillée. À l'intérieur. Le bâtiment retenait son souffle. Ils l'ont sortie de la haie émaciée, à peine consciente, ses longs cheveux emmêlés, sa peau meurtrie et bleue. Elle portait une chemise de nuit blanche en lambeaux. Ses poignets étaient couverts d'égratignures. Sa bouche portait encore des traces de ruban adhésif. Pouls faible. Appelez une ambulance immédiatement. Elle est vivante, a confirmé un autre officier. Nous avons une victime vivante. Caroline, qui regardait depuis la voiture, a fondu en larmes. Le chaos s'est installé. Les médias ont envahi la zone comme une ruche dévastée. Jacques, en direct, la voix tremblante d'émotion, a murmuré à la caméra. Voilà ce qui arrive quand les gens ordinaires refusent de détourner le regard. Une victime, Lorraine Grant, 28 ans, a été secourue d'une cavité insonorisée dissimulée derrière un mur au rez-de-chaussée. La police a signalé sa disparition depuis 2022. Le suspect est Julian Reed, 63 ans, qui a sous-loué illégalement l'appartement sous une fausse identité. La police n'a pas mis longtemps à retrouver Julian. Il a été arrêté dans l'appartement du 3e étage, celui où il avait toujours prétendu ne pas vivre. Il portait un pyjama et, dans sa poche, il y avait les clés de l'appartement du rez-de-chaussée et un flacon de sédatif liquide. Il n'a pas résisté. Il a simplement levé les yeux, le regard vide, la voix neutre. Tu ne comprends pas. Elle ne voulait pas partir. Elle a choisi de rester. Le vieil officier secoua la tête. Personne ne choisit de vivre dans un mur. L'après-midi même, Caroline et Lily furent emmenées par la police dans un centre d'accueil d'urgence. Leur appartement provisoire, situé au 2e étage, était lumineux et doté d'un balcon donnant sur un petit parc. Les murs étaient décorés d'autocollants d'animaux et de dessins d'enfants. Caroline s'affala sur une chaise, ôta ses chaussures et ferma les yeux pour la première fois en 15 jours agités. Lily courut dans la pièce, puis choisit un coin ensoleillé pour s'asseoir. Elle ouvrit son carnet de croquis et, pour la première fois depuis des jours, elle ne dessina pas la pièce sombre. Elle la dessina avec sa mère, debout sous un ciel bleu, entouré de portes grandes ouvertes. Caroline la regarda, la voix tremblante. « Ça va, ma chérie ?» Lily hocha la tête. « Tu vois, maman ? Plus de murs. » Cette nuit-là, Caroline a reçu un appel de l'hôpital. « Madame Scott, voici le docteur Ryan. Je surveille l'état de Lorraine Grant. » « Comment va-t-elle » demanda Caroline en retenant son souffle. Toujours dans un état critique de déshydratation et d'épuisement, mais elle réagit bien. Elle a ouvert les yeux 2 fois. La 2e fois, elle a essayé de dire quelque chose. Nous l'avons filmé. Qu'est-ce que c'était ? Caroline se couvrit la bouche, muette. Elle a dit : « Le nom de votre fille. Je ne sais pas pourquoi, mais vous devriez le savoir. » L'histoire a fait le tour du pays en ligne. Les principaux journaux ont titré. Une femme retrouvée détenue à l'intérieur d'un mur. L'enfer au cœur de Boston. Une mère célibataire brise le silence. Il sauve une femme détenue depuis 2 ans.
La police enquête sur un réseau de location illégale lié à Julian Reed. Caroline est devenue le symbole involontaire de ceux qui refusaient de détourner le regard. Lucie lui a envoyé un message, « Vous n'avez pas seulement sauvé une personne. Vous avez réveillé tout le système. » Le lendemain, lors d'une brève conférence de presse devant le siège de la police centrale, l'inspecteur en chef s'est adressé à la foule. Grâce à un signalement rapide, à des preuves irréfutables et aux actions courageuses de la citoyenne Caroline Scott, nous avons pu éviter une issue désastreuse. L'enquête se poursuit désormais. Interrogé sur les motivations de Julian, il a répondu « Nous avons découvert un casier judiciaire à Phoenix sous un pseudonyme lié à une affaire de séquestration. Son vrai nom est Julian Anderson. Il travaillait auparavant dans le bâtiment, ce qui explique sa capacité à modifier des murs porteurs. » Un journaliste a demandé « Comment quelqu'un comme ça peut-il exister au milieu de la ville sans être remarqué ?» L'inspecteur hocha gravement la tête. Parce que tout le monde pensait que c'était du pur fantasme, jusqu'à ce que quelqu'un ose croire que c'était réel. 3 semaines après la chute du mur, Boston entrait début décembre. L'air était froid, mais le soleil était revenu après des jours de bruine. Dans leur appartement temporaire à Brooklyn, Caroline venait de poser une assiette de pain grillé sur la table lorsque Lily sortit en courant de la chambre. « Maman, j'ai dormi 9 heures la nuit dernière. » Caroline rit. « Vraiment? Comment as-tu compté? » J'ai regardé l'heure. Je me suis endormi à 9 heures et réveillé à 6 heures. Caroline posa sa main sur la tête de sa fille, caressant doucement ses cheveux. Alors peut-être que maman devrait régler son réveil à la même heure ce soir. Pas besoin. Lily pencha la tête et sourit. Les rêves ne font plus peur. Dans le salon, à côté de son bureau de fortune, Lily venait de terminer de coller un nouveau dessin au mur. Caroline s'approcha, voulant ajuster le coin du papier, mais s'arrêta en voyant l'image. C'était une maison ni haute ni luxueuse mais baignée de lumière. La porte n'avait pas de serrure. Les murs ne projetaient aucune ombre. Sur l'image, une mère tenait sa fille dans ses bras dans une grande pièce, entourée d'oiseaux blancs s'élevant du sol. Au-dessus du dessin, Lily avait écrit « Plus personne n'est enfermé. » Caroline déglutit difficilement. C'est un beau dessin. Ce jour-là, ils se rendirent à l'hôpital général Mercy pour la première fois depuis le sauvetage de Lorraine. Lorraine était soignée dans une chambre individuelle, sous la surveillance étroite d'infirmières. Son corps était encore fragile, mais ses yeux restaient ouverts plus longtemps et ses lèvres remuaient légèrement lorsque quelqu'un s'approchait. Lorsque Caroline et Lily entrèrent, la jeune femme cligna rapidement des yeux, puis tendit une main faible vers Lily. Lily s'approcha et plaça doucement sa main sur celle de Lorraine. « Je suis Lily. » Lorraine ne parla pas, mais hocha la tête très lentement. Le docteur Ryan se tenait à proximité et murmura « On lui a retiré la perfusion et elle commence une thérapie physique de base, mais sa mémoire n'est pas encore complètement revenue. » Caroline baissa les yeux vers Lorraine, dont la main tenait fermement celle de Lily comme si elle avait peur que la petite fille disparaisse. « Tout le monde sait qui tu es maintenant, » dit doucement Caroline. « Tu n'es plus cachée. » Lorraine remua les lèvres, essayant de parler à un son semblable à celui du vent se faufilant dans un murmure, mais suffisant pour que Lily comprenne. La jeune fille se tourna vers Caroline. Elle a dit « Merci, maman ». La semaine suivante, Caroline et Lily furent invitées à un rassemblement communautaire sur Tremont Street, le premier depuis l'incident. Jake, le journaliste, interviewait Madame Rose lorsque la mère et la fille entrèrent. Capturant le regard de Caroline, Madame Rose s'appuya sur sa canne et s'approcha, les yeux brillants. Si ce n'était pas pour toi, si ce n'était pas pour ta petite fille, Lorraine serait restée enfouie dans le silence pour toujours. Caroline la serra dans ses bras. Lily se tenait à proximité, agrippant le bas de la jupe de sa mère. Michael, l'ancien gérant de l'immeuble qui avait toujours douté de Caroline, s'avança, l'air mal à l'aise. Je tiens à m'excuser. J'ai eu tort. Caroline ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda quelques secondes, puis dit. Parfois, le plus effrayant n'est pas le mal. C'est le silence qui l'entoure. Michael baissa la tête. Je comprends maintenant. Une semaine plus tard, Caroline a reçu un appel d'un avocat du gouvernement. Madame Scott, nous préparons les documents nécessaires à l'attribution d'un appartement de relogement pour vous et votre fille, au 2e étage, près du parc. Cela fait partie d'un dispositif de soutien aux personnes ayant fourni des preuves cruciales dans une affaire grave. Un endroit à eux. Caroline était stupéfaite.
Vraiment, murmura-t-elle. Cet appartement a besoin d'une personne bienveillante. Et les bonnes personnes ne baissent pas les bras quand les autres restent silencieux, a déclaré l'avocat. Caroline regarda Lily, qui était assise tranquillement, plaçant des fleurs sauvages dans une tasse d'eau. Oui, dit-elle. Nous l'accepterons. Le jour où ils emménagèrent dans leur nouvel appartement, la lumière du soleil entrait par la grande baille vitrée. Lily courait partout, une boîte de crayons de couleur à la main, bavardant avec enthousiasme. Caroline rit, puis s'assit sur le nouveau canapé, un cadeau des résidents de l'immeuble. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une photo couleur de Lily tenant la main de Lorraine à l'hôpital. Elle la scotcha sur le réfrigérateur, juste en dessous d'un mot manuscrit de Lily, griffonné en lettres enfantines. Il suffit de voir. Cette histoire nous rappelle avec force que parfois, il est juste de se fier à son instinct, même quand tout le monde nous contredit. Caroline, mère célibataire, a osé croire, agir et dire la vérité. Dans notre société, l'indifférence est ce qui permet au mal de prospérer. La plus grande leçon, ne jamais détourner le regard de ce qui semble mal, surtout lorsqu'une personne vulnérable a besoin d'être entendue. Un petit geste, un instant de courage, peut sauver une vie et transformer une communauté entière. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à partager des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous en sommes très reconnaissants. À bientôt.